quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. Nous nous retrouvons pour continuer à parler Alia dans notre émission Immigration. Et aujourd'hui, on va parler de ces francophones. Bah oui, les mots juifs marocains. Les francophones. Vous avez eu peur là. Vous avez fait me piéger de ces francophones de ces juifs marocains absolument qui ont fait leur Alia après la création de l'État d'Israël et plus exactement entre 1952 et 1966. Voilà, 1952-1966, donc on est quelques années après la création de l'État d'Israël, entre un peu moins de 10 ans et un peu moins de 20 ans après la création de l'État d'Israël. Et surtout, on parle de 52 à 66, puisqu'un an plus tard, ce sera 1967, la guerre des 6 jours, qui sera un autre registre. Exactement. Donc là, on est dans 14 ans d'une seconde vague d'Alia après la création de l'État d'Israël de 500 000 personnes qui va arriver. Bien sûr, pas uniquement du Maroc. Une partie continue de quitter l'Europe de l'Est. Mais c'est surtout 250 000 juifs nord-africains. Et voilà. Et la moitié ce sont des juifs nord-africains. J'ai un problème de son en fait. Pardon. Faut baisser. Voilà. Voilà, pardon. Donc on a des juifs du Maroc, on a des juifs de Tunisie, des juifs d'Algérie. Et alors il faut préciser, on va peut-être en reparler un peu plus tard, que les juifs les plus francisés, les plus éduqués avaient tendance à venir en France. Alors justement, c'est intéressant que vous en parlez parce qu'on a interviewé à la radio il y a quelques jours. On fêtait en fait l'anniversaire d'un procès qui a été fait par l'establishment israélien dans les années 1962 pour être précis, un procès contre la communauté juive algérienne qui a presque 95% est partie vivre en France puisque les juifs algériens étaient français, très important. Et donc il y a un procès qui a été fait par l'establishment pour savoir pourquoi n'ont-ils pas fait leur alia alors que toutes les autres grandes communautés juives, quand elles ont été chassées de chez elles, puisque les juifs algériens français ont été chassés de chez eux, pourquoi n'ont-ils pas fait leur alia, pourquoi ne sont-ils pas venus vivre ici? Et donc on a interviewé le professeur Charbit qui en parlait, et donc pour parler de cette, comme vous le disiez, de cette réalité qui a été que la majorité des juifs sont allés des juifs en France éduqués ou qui avaient voilà, donc la majorité des juifs les juifs sont partis en Israël, à part les juifs qui étaient les plus francisés, comme par exemple les juifs algériens. Voilà, exactement. Ce qui n'était pas tellement le cas des Marocains. Et donc, entre 1955 et 1957, ils ont été plus de 70 000 à rejoindre Israël. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la situation des Juifs marocains pendant la guerre, avant la création de l'État d'Israël. Alors, bien sûr, le statut des Juifs en France est publié le 3 octobre 1940. Le Maroc, à cette époque-là, est sous protectorat français. Protectorat français, évidemment. Au Maroc, les fonctionnaires juifs perdent leur emploi. Beaucoup se recyclent dans le commerce. Et de nombreuses professions leur sont interdites. L'immobilier, le prêt, la banque, le journalisme. Il y a un numerus clausus de 2% qui est appliqué aux juifs dans les professions chez les avocats et chez les médecins, dans les universités. Donc ça commence un peu à sentir le roussi, ça se passe pas très très bien. Donc déjà les juifs marocains commencent à penser s'ils pouvaient partir, mais bon, à cette époque les frontières c'est pas la meilleure des périodes pour pouvoir bouger. On a eu quand même quelques vagues d'émigration vers Israël dès la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, mais bien entendu la véritable alia ce sera après 1948. Exactement. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit. Il y a eu ce qu'on appelle une alia messianique de juifs marocains qui pensaient vraiment, qui sont d'ailleurs extrêmement croyants, qui sont extrêmement traditionnalistes. On va y revenir. Qui pensaient que Israël était la terre où il devait être. Et puis l'alia dont on va parler après l'indépendance du Maroc, ça va être vraiment une alia de nécessité. Alors, qui dit alia de nécessité, c'est la nécessité de ces juifs marocains de venir vivre en Israël, mais c'est aussi une nécessité, entre guillemets, pour l'État juif qui recherche à augmenter sa population et donc qui va tout faire, en fait, pour pouvoir faire venir ces juifs marocains en Israël. Voilà, donc entre 48 et 50
55, on va avoir 70 000 personnes qui vont venir. Entre 55 et 61, on va avoir quasiment 70 000 autres personnes. Et vous l'avez dit, de manière clandestine, puisque les agents du Mossad vont essayer de pousser un certain nombre de juifs marocains immigrés en Israël. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a toute une période durant laquelle le Maroc ne laissait pas ses juifs sortir. On a eu aussi ce qu'on appelle l'Aliyat Noir. On a fait monter des jeunes adolescents en Israël, des jeunes adolescents marocains. Et pour les laisser sortir, pour laisser partir, afin qu'ils sortent du Maroc, eh bien, il a fallu l'aide du Joint, donc de ce comité d'entraide juif américain, qui a donc payé par tête une somme de $100 de l'époque. Aujourd'hui, $100, ça fait beaucoup plus dans les termes d'aujourd'hui, afin de pouvoir laisser ces juifs quitter le Maroc et pouvoir s'installer en Israël. Alors voilà, on raconte, il y a des témoignages qui disent que dans ces années-là, entre 55 et 60, on voyait des caisses devant les immeubles des juifs qui se remplissaient généralement de nuit. Ils partaient par le port de Casablanca. Et alors, on l'a dit, le Mossad a mis en place plusieurs navires pour évacuer ces juifs, des évacuations qui, comme souvent, ont abouti à un drame, puisqu'un bateau a fait un naufrage dans la nuit du 10 au 11 janvier 1961 avec 44 juifs marocains à bord. Et alors, on suspecte le Mossad d'avoir laissé partir un bateau qui n'était pas en très bon état, parce que Golda Meir, qui à l'époque voulait alerter la communauté internationale sur la réaction du roi du Maroc, a dit qu'un choc serait peut-être le bienvenu. On ne sait pas. En tout cas, le bateau a coulé avec 44 personnes à bord. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est l'apport de cette communauté marocaine à Israël. Donc les Marocains, quand ils vont arriver en Israël, ils vont être souvent... On va les installer dans des villes de développement, aéropitoires, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire tout simplement les villes qui sont très au sud ou très au nord. C'est la raison pour laquelle, si vous allez par exemple à Yerouham, qui est au sud de Beersheva, vous n'y trouverez que des Marocains, ou bien si vous allez tout au nord à Maalot, vous y trouverez aussi énormément de Marocains. Et donc ça a permis en fait à développer des régions entières d'Israël grâce à cette alliée marocaine. Il faut aussi dire que c'était pas de leur plein gré, on le précise. Non, c'était pas de leur plein gré. Ils n'étaient pas envoyés dans les régions les plus attractives. C'était pas les plus attractifs, mais c'est sûr qu'ils ont fait, ils ont particulièrement participé à la construction du pays. Et il faut aussi dire qu'il y a eu toute une période durant laquelle les juifs marocains, enfin les Marocains israéliens en particulier, la jeune génération, la génération qui est sortie du Maroc enfant ou qui est née en Israël, mais qui sentait qu'il y avait une sorte de racisme envers eux. Et on a eu une génération qui s'appelle, qui s'est identifiée à la lutte des Noirs aux États-Unis. Les Black Panthers. Les Black Panthers. Et on a eu en Israël, exactement, on a eu les Black Panthers. Alors en hébreu, ça s'appelle les Panterim Shchorim. C'est la traduction mot pour mot. Et il y a aussi eu toute une bataille avec beaucoup de manifestations afin qu'ils reçoivent bien les mêmes droits. Et on rappelle qu'à l'époque de Ben Gurion et de Golda Meir, on peut dire que le gouvernement israélien était... C'était pas que, il y avait aussi Yitzhak Rabin, enfin, il y a sur une... Enfin, c'était cette période-là. Entre 1948 et 1977, il y avait les un Juifs vrai racisme institutionnel. Voilà. Et c'est seulement à partir du moment où le Likoud va être au pouvoir en 1977 que les choses vont changer. Voilà. Et à bientôt, Liana. Au revoir, Ève. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Ève Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.